Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là. Un numéro un peu exceptionnel. On va déjà présenter le plateau et ensuite je vous parle de cette date fatidique qu'on a choisie. J'ai le plaisir d'avoir Rodolphe Cart, bonjour Patrick. Éléments. Bonjour Rodolphe. François Bousquet, notre rédacteur en chef. Bonjour ça Patrick. va bien. Et on a notre ami pour la deuxième fois de suite, deux émissions, David Lépée. Ça va David? Ça va, La suite va bien? Oui, ça va bien. Et puis, notre ami Christophe. Bonjour chers amis. Voilà. Alors, on a choisi, pour ce numéro, on n'a pas pris un vieux numéro, on a pris le numéro qui est en ce moment en kiosque, que vous pouvez trouver. François, on a fait ça parce que pour le dossier de ce numéro qu'on avait parlé et décortiqué le mois dernier dans l'émission Le Plus d'éléments, vous avez fait un dossier sur 11 dates, 11 événements qui ont changé la face du monde, carrément. Comment on fait pour changer le monde en 11 dates, déjà? Et qui a décidé de ces 11 dates? Beaucoup de questions. Déjà, c'est la rédaction, en tout cas son noyau dur, directeur de la rédaction, rédac-chef, directeur artistique, vous, Patrick Luzinski, qui arbitrons ce genre de choix. Alors, 11 dates, c'est un peu un marronnier, je le concède. Quand les journalistes n'ont pas d'imagination, ils reviennent au marronnier. Les 7 merveilles du monde, les 60 jours qui ébranlèrent l'Occident, les 10 plaies d'Égypte. Dans les 26 villes de France, oui. voilà. Ouais. Ou les classements des hôpitaux, etc. Mais en réalité, non, c'est pas tout à fait ça. Nous, on a vraiment voulu faire les 11 dates vues par la rédaction d'Éléments. C'est il y avait vraiment un choix éditorial. Ce sont des rédacteurs historiques. David Lépée, ici présent, a participé au dossier, mais il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Mais aussi des rédacteurs occasionnels et prestigieux qui nous suivent depuis 10 ans, qui nous accompagnent depuis 10 ans. C'est Olivier Rey, l'auteur d'une question de taille, Renaud Camus, l'auteur du Grand Remplacement et du Petit Remplacement et de 150 autres livres, mais aussi Baptiste Rapin, spécialiste de la cybernétique. C'est une des dates du reste qu'on a choisi. Donc on fait valoir un point de vue sur ces 11 dates. Alors ces 11 dates, c'est quoi? Eh bien, c'est il y a 5000 ans, la domestication par les proto-indo-européens dans la steppe indo-européenne, eurasiatique, du cheval. C'est le propre. Ouais, mais c'est le propre. C'est le propre. Les Indo-Européens se répandent avant la domestication du cheval. On se rend compte à travers les squelettes découverts récemment, mais qui remontent à peu près à 4500, 5000 ans, c'est qu'il y a un syndrome de l'équitation. Il y a un tassement des reins sur les chevaux. Ce sont plus des chevaux sauvages. C'est le propre de l'Europe. En tout cas de l'espace eurasiatique, et ça a permis aux Indo-Européens de se répandre et d'essaimer l'espace européen et l'espace asiatique, et d'y implanter leur civilisation dont nous découlons. Donc c'est un sujet central pour nous, bien sûr. Il y a la conversion de Saint Paul, parce que sans Saint Paul, en tout cas, c'est le Rondoin, donc c'est lui du reste, Lionel Rondin, un type formidable, normalien, officier parachutiste. C'est les années 30, alors c'est 30-40. 30-40. 31, 36. Enfin, voilà. 31 et 36. Voilà, 31, 36 après la naissance. Les premières années 30, pas les années 30. Oui, exact, oui. En quoi la conversion de Saul, parce que c'était un juif orthodoxe, alors très hellénisé, très attaché à la loi, mais aussi au logos grec, va être frappé par les foudres du Seigneur sur le chemin de Damas. Donc c'est le mécanisme de la conversion, comme Claudel le sera, comme Pascal l'a été. Et on considère que c'est un peu l'invention de l'universalisme. Et il invente l'universalisme, parce que dans le fameux épître aux Galates, c'est là où il dit qu'il n'y a plus de juifs, de grecs, d'hommes, de femmes, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que des gens qui sont dans le Christ. Ce qui fait qu'un Alain Badiou, aujourd'hui, communiste radical, dit que l'inventeur du communisme, c'est Saint Paul. Ça a une certaine légitimité. Quand le pape François va à Marseille pour demander à ce qu'on accueille les migrants, il reprend littéralement la prédication des lettres pauliniennes. Donc c'est assez central pour nous, mais ça, disons que c'est plutôt connu. En revanche, Guillaume Travers, qui est notre économiste organique et qui a vocation à pas apprendre la suite, parce que je ne veux surtout pas, on ne veut surtout pas enterrer Alain de Benoît, mais qui a vocation, comme de Benoît, c'est un intellectuel organique, et David également. Peut-être que Rodolphe aussi le deviendra plus tard. En économie, en sociologie, lui s'est intéressé à la réforme grégorienne qu'on ne veut pas voir. On l'apprend par le petit bout de la lorgnette. Et il dit qu'il s'est passé des choses. Ça s'est pas fait en un seul jour. 1075, c'est ça. Voilà, mais ça va s'échelonner quand même sur plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles. Comment l'Église va s'autonomiser,
Comment le Vatican va prendre le pouvoir. Le roi jusque-là était vicaire du Christ. Désormais, le vicaire du Christ, c'est la personne qui est sur le trône du Vatican, de Saint-Pierre. Comment le droit romain va être récupéré, le droit Constantin, le code de Constantin. En réalité, il n'est pas du tout repris dans le sens qui était le sens des Romains, qui est un sens très pratique pour résoudre des conflits de voisinage, de propriété. Là, il va être récupéré par les théologiens et les légistes pour constituer l'institution Église. Après l'institution État, donc à la fois l'Église et l'État vont se désencastrer du social. Guillaume Travers, le papier est lumineux. Et après, après je cède la parole à mes camarades, mais on va traiter la bataille, c'est Olivier Rey, la chute de Constantinople. Là encore, on a voulu faire valoir un point de vue de la rédaction. La chute de Constantinople, on dit tout le temps, c'est les Ottomans qui non, précisément l'inverse, conquièrent le sol européen. Enfin, en tout cas, une partie du sol européen. Olivier Rey dit oui, c'est vrai, mais il y a une ironie de cette défaite, c'est que tous les grands savants, tous les grands lettrés, les mandarins au fond byzantins qui lisaient Platon, ont introduit Platon en Occident. Et Olivier Rey, il a cette singularité, c'est qu'il est philosophe, romancier, mais d'abord mathématicien, un mathématicien assez brillant. Et il dit que les mathématiques modernes naissent précisément de cette ironie de l'histoire. Byzance tombe, mais comme Byzance tombe, tout le corps des savants bascule à Florence, à Venise, en Adriatique, sur la côte italienne, et permettent à la science moderne, aux sciences de la nature, de se développer. Donc c'est l'ironie de l'histoire. Il y a la cybernétique, bien sûr, avec Baptiste Rapin. Et dernier petit mot, il ne pouvait pas ne pas y avoir Renaud Camus pour le grand remplacement. Et Camus a fait un papier magnifique sur deux dates, en réalité. Le regroupement familial en 1976, mais également la réforme Abi du collège avec le collège unique. Voilà, c'est pour donner un petit peu le ton du dossier avec un point de vue de la rédaction. Effectivement, il y a Alain de Benoît qui parle du cadran des 24 heures, la naissance du temps, quantité. Et alors, Christophe Jour, ce qui vous a interpellé, c'est 1536, votre ami Calvin. Oui, c'est mon ami Calvin. Alors déjà, c'est mon ami, le rédacteur c'est Thomas Hennetier. Thomas Hennetier. Effectivement, je me suis intéressé parce que ça me concerne un peu indirectement puisque moi j'ai des origines protestantes. Donc lui, Thomas prend la date de 1536, je crois, autour de la figure de Jean Calvin. Donc Jean Calvin, il est un peu postérieur à Luther. En fait, il publie ce texte qui est l'institution chrétienne, je crois, donc en 1536, début du XVIe siècle. C'est une manière de dire qu'il introduit l'esprit du capitalisme, l'esprit du libéralisme. Plus que le libéralisme, le capitalisme. Il y a le sociologue Max Weber qui a fait son grand livre au début du XXe siècle sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et on prend le problème à l'envers si on se demande en quoi le protestantisme, on se mord la queue. En quoi le protestantisme initie-t-il le capitalisme ou l'inverse? Alors la figure de Calvin, elle est intéressante. Elle est différente de celle de Luther. Déjà, Calvin, c'est un Français. C'est un Français, c'est pas un curé en fait, c'est une espèce de juriste. Alors le terme juriste n'est pas le même à l'époque. Luther est un Allemand de l'Est. C'est l'homme sérieux qui est prêtre en fait, qui est moine et qui publie cette thèse un peu avant. Donc il y a un esprit allemand qui est un esprit qui s'attache à la fois à des questions à la fois très complexes et très pragmatiques. Et il y a Calvin qui surgit. Et qui, moi, ça m'a fait penser. Alors, j'extrapole un peu avec cet article où Calvin est probablement l'instigateur d'un esprit, c'est-à-dire un changement de mentalité, notamment sur le rapport au travail, sur le rapport aux minorités, et en ce sens que par rapport à Luther, qui est une figure très allemande, Calvin, qui va finir par aller emmerder les Suisses, parce que sinon on l'a viré, il y a quelque chose, donc Calvin, qui est un grand personnage, bien sûr, où il y a cette espèce parfois de travers français de goût, de passion pour les idées, pour l'idéologie en fait, les idées générales, les idées abstraites, et aussi la morale, la leçon permanente. Donc Calvin peut apparaître comme une espèce de cheval de Troie de ce capitalisme, où il y a un retournement de civilisation en anthropologie, où soudain l'argent ne devient pas problématique, et c'est le rapport à la foi. En fait, on est sauvé non pas par sa foi, par ses œuvres, on est sauvé par sa prospérité, par son poids dans le monde qui a changé considérablement. Avec une sorte d'austérité. David, vous qui êtes suisse, c'est vrai qu'en France, Calvin, il est français, on le sait, mais c'est pas quelqu'un qui nous parle beaucoup. En Suisse, par contre, est-ce que c'est encore une figure importante Je crois que c'est Jules Michelet qui disait c'était quoi on a donné les Suisses nous ont donné, je sais plus, il y avait un jeu d'échange entre Genève et la France, entre
Calvin d'abord et Rousseau dans le sens inverse. Non, oui, ça a son importance parce que c'est non seulement la figure de Calvin, mais aussi un mouvement migratoire assez important qui était les grandes migrations huguenotes de France vers la Suisse, dont je suis issu, même si ça remonte à loin, et dont beaucoup de Suisses sont issus, puisqu'ils se sont arrêtés là, c'était juste à côté, on parlait français dans une partie du pays, donc ça reste une religion assez importante. Ouais. Juste pour nos amis, votre nom David Lépée n'est pas un pseudo, contrairement à ce que racontent les gens. Non, c'est pas, non. C'est vraiment votre nom, Lépée? Oui, c'est vraiment mon nom, mais j'ai jamais eu trop de problèmes parce que comme les gens sont encore en train de chercher mon nom sans comprendre que c'était celui-ci, on m'a toujours pas trouvé. Vos ancêtres, David, embrochaient les papistes en France, hein. D'où vient ce patronyme? Alors, Lépée, peut-être? c'était des Picards, visiblement. Il est possible que... Calvin qui est Picard, je crois. Oui. Et sur Calvin, un dernier petit mot, mais très bref, hein, c'est la conclusion du papier de Lionel Rondouin sur Saint-Paul. Hein. Tout le papier, il explique que l'universalisme paulinien va échouer en Europe. Hein. Il échoue parce qu'il se heurte à des résistances régionales, locales, identitaires, hein, que le culte des saints, c'est un des grands reproches des protestants aux catholiques, hein, c'est le peuple qui décide qu'un tel est saint. La Vierge noire en Pologne, hein, c'est pas l'Église qui a dit c'est la Vierge qui est noire, c'est le peuple qui a cru. En Bretagne, c'est la même chose avec les pardons, avec les fontaines sacrées. Donc Saint-Paul échoue. C'est ce que dit Lionel Rondin. Il échoue, mais il réussit à la fin des fins avec Calvin. Avec toutes les sectes calvinistes, protestantes, hein, qui considéraient que l'Europe c'est la grande Babylone, hein, et qui vont prendre le Mayflower et traverser l'Atlantique, hein, en considérant qu'il y a, avec un fond de ressentiment contre les Européens, et inventer, c'est ce que dit Rondouin, la thèse est paradoxale, hein, mais elle est stimulante intellectuellement, elle peut prêter à discussion, que le paulinisme, Saint Paul, sa prédication se réinvente, hein, avec la destinée manifeste aux États-Unis, portée par les pères pèlerins fondateurs. C'est un petit mot. Voilà. Petit mot. Alors, David, vous avez été un peu plus loin, et je pense que ça va être la grande discussion parce que Rodolphe va bien sûr intervenir. C'est 1933, le titre, c'est Adolf Hitler et la première collaboration. Ces hommes qui aimaient le nationalisme plus que la nation. Alors ça, c'est le paradoxe de cet article qui va faire un peu polémique et qui a dû faire polémique, c'est que les nationalismes, en fait, ils sont contre la nation. Oui, alors. Oui, c'est un article qui va peut-être pas plaire à tous parce que mon primat dans cette analyse, il est vraiment souverainiste, hein, clairement. 1933, il nous fallait une date parce que c'est le principe du dossier. Oui. C'est une date symbolique évidemment qui a son importance, mais ce sont donc les années 30, toute la en fait, période de l'entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre. 1933, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il y a vraiment deux phénomènes liés à ce que j'ai appelé ça les fascismes au pluriel et avec beaucoup de pincettes parce que c'est un terme générique, mais c'est pour faire référence à ce qui s'est passé pendant cette période-là à la fois en Allemagne et en Italie, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de mouvements nationalistes en partie, ils avaient d'autres qualificatifs bien sûr, mais disons qu'ils se voulaient nationalistes. Le mouvement, la vague de sympathie qu'ils ont suscité ailleurs en Europe chez d'autres mouvements nationalistes, parfois ça pouvait être des individus, des écrivains, des mouvements politiques, parfois même des États, et qui ensuite ont voulu créer une jonction, une solidarité européenne. Le problème, c'est que ça s'accorde assez mal avec le primat du nationalisme, ce primat étant la nation. Parce qu'en réalité, des révolutions dans l'histoire qui s'inspirent de modèles étrangers, il y en a eu beaucoup, hein, je veux dire depuis la Révolution française, et ça pouvait déjà être discutable, contestable, mais on n'y voyait pas forcément les mêmes contradictions parce que finalement ça pouvait être dans l'essence de ces révolutions quelque chose de plus internationaliste, de plus cosmopolite. Dans le cadre des nationalismes au pluriel, c'est pas tout à fait ça. Alors la critique que je fais porte d'ailleurs moins sur ces régimes-là, ma foi, qui défendaient leurs intérêts avec les conséquences que ça a eu, que sur ceux qui s'y sont ralliés. Et c'est, je pense, une période autant la grande période des nationalismes du 19e siècle, celle du printemps des peuples, qui soit ou non républicain d'ailleurs, était intéressante parce que c'était un patriotisme assez charnel qui était fondé sur les peuples, sur la géographie, sur l'esprit des lieux, sur la terre et les morts aussi, etc. Alors que là, au XXe siècle, on a ce nationalisme, et c'est pour ça qu'il va devenir si dangereux, si criminel et potentiellement si totalitaire, qui est beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus désincarné. Ce n'est pas un nationalisme de peuple, c'est un nationalisme d'idées. C'est pour ça qu'il y a un isme derrière. Et ça aurait pu aller de pair, et peut-être que ça aurait limité la casse, mais il y a un moment donné où chez ces nationalistes-là, donc ce que j'appelle les fascistes au sens large, ont préféré le nationalisme comme idée à la nation comme réalité charnelle,
peut-être parce que justement ils avaient ce rapport très sec aux patries, mais aussi peut-être parce que il y avait un fond quand même très misanthrope, ce qui fait que le dégoût de son propre gouvernement, c'est pas grave, c'est même une bonne chose, je pense, mais quand ça dérive dans le dégoût de son propre peuple, de sa propre nation, de n'importe quoi, de sa propre histoire, alors là on voit plus tellement ce qu'il y a de national, et je pense en parlant ça, surtout ce qu'on appelle les mouvements collaborationnistes, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, enfin il y a eu un certain nombre de pays européens où ça s'est manifesté, et où le discours a été complètement inversé, puisque les résistants, donc les patriotes qui résistaient par exemple au nazisme en France, étaient qualifiés par les collaborateurs de force de l'anti-France. Le discours était complètement inversé, et ça je pense que c'est inquiétant, c'est quelque chose qui se présentait pas à l'époque des nationalismes au XIXe siècle, qui est nouveau et qui est toujours quelque part un petit peu chez nous, y compris parmi des gens assez proches de nous sans doute, et dont il faut un peu se méfier. On peut admirer certains pays, certains régimes, certains peuples étrangers, et je pense qu'il vaut mieux créer des liens d'amitié que de guerre avec eux. Néanmoins, on doit jamais oublier de quel point de vue est le nôtre et pour qui on se bat. Rodolphe, d'accord ou pas d'accord? Disons que la période dont parle David est très intéressante, mais par contre, il faut aussi la mettre en perspective, à mon avis, avec le 19e siècle. Moi, je me suis intéressé pas mal aux travaux de Sorel, qui est vraiment un penseur qui a le pied justement sur les 2 siècles. Il naît en 1847, il va mourir en 1922. Et pour moi, j'ai pas participé à ce dossier directement, mais si j'avais dû participer, j'aurais sûrement, au lieu de prendre une date particulière, j'aurais plutôt pris la temporalité et ce fameux 19e siècle que Daudet traitait de stupide. Parce que ce 19e siècle, en vérité, il commence en 1792. C'est la fameuse phrase de Goethe au moment de Valmy en disant regardez, vous voyez vraiment l'histoire qui bascule. C'est le départ aussi, l'étincelle qui va créer ce principe de nationalité. Alors comme l'a très bien dit David, ce côté aussi très abstrait, très éthéré de la nation type républicaine. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, à mon avis, ce qui est vraiment pertinent dans le 19e siècle, c'est qu'on a même un lien avec Christophe et le capitalisme. C'est vraiment l'époque où on a un chamboulement, une révolution industrielle, donc technique. On a aussi, cette montée de la bourgeoisie contre l'ancienne aristocratie. Donc là, on peut même faire un lien avec Bernard Lugan, la notion d'honneur. C'est vraiment la monarchie de Juillet, c'est la bourgeoisie triomphante. C'est Walter Benjamin qui disait, c'est vraiment l'arrivée de l'homme privé sur le devant de la scène historique. On n'est plus du tout dans des figures tutélaires à la du Guesclin ou à la Jeanne d'Arc. Là, on est vraiment dans la société de masse, dans la société, dans la structure. C'est l'affrontement de classe qu'on va retrouver chez les penseurs du socialisme, que ce soit chez Marx ou chez Proudhon. Donc à mon avis, c'est vraiment cette période charnière qui va, à mon avis, déterminer toute cette époque moderne jusqu'à nous, et peut-être même plus que l'entre-deux-guerres. Souvent, on a tendance à se focaliser pour essayer de comprendre la politique moderne sur l'entre-deux-guerres, et à raison. Mais à mon avis, il faut même faut même prendre la chose en amont, et véritablement au 19e siècle, je crois que c'était même Jean Vioulac qui disait assez justement qu'il y avait plus de différence entre l'homme du 18e siècle et nous actuellement qu'entre l'homme du 18e siècle et l'homme de la Rome antique. Donc on a eu vraiment un saut qualitatif, peut-être dans le mauvais sens du terme. Et aujourd'hui, je pense que ça nous donne plus de perspectives pour essayer de comprendre le futur saut justement qu'on aura technique avec l'entrée des intelligences artificielles et ce genre de choses. Donc là aussi, on aura prochainement des dates qui vont absolument bouleverser notre rapport, que ce soit au niveau des sociétés, des cultures ou même de l'homme tout simplement. David, là-dessus? Eh bien, oui, c'est vrai que tout ça, ce sont les produits de la modernité, mais ce phénomène-là qui démarre dans les années 30 et qui, à mon avis, ne s'est pas terminé, c'est délicat à traiter parce que je pourrais dire que ce fascisme, dans le sens où je le prends, c'est-à-dire cette espèce de nationalisme dénationalisé, est la maladie infantile des nationalismes européens, du nationalisme français. J'évite de le dire parce que ce mot, évidemment, dès qu'on emploie le mot fascisme, on pourrait me reprocher de céder à la facilité en cherchant à diaboliser mes contradicteurs. Ce qui n'est pas le cas. Vous parlez du fascisme historique. Voilà. Mais je retrouve ça malheureusement dans la fascination de certains nationalistes français pour des régimes étrangers ou pour des empires étrangers, que ce soit. Je sais bien que dans Éléments, on a plutôt un tropisme sympathique à l'égard de la Russie. Moi aussi d'ailleurs. Néanmoins, une espèce de poutinolâtrie qu'on voit de temps en temps interroge dans la mesure où. Et à l'inverse. Et à l'inverse, bien sûr.
sûr, à l'inverse, bien sûr. La sympathie qu'il y avait eu il y a quelques années autour de Donald Trump était un petit peu de ce même acabit. On trouve la même attitude dans d'autres partis de la droite nationale à l'égard d'Israël ou parfois de la Chine. Et tout ça peut poser problème parce qu'on sent des gens qui finalement sont très déçus de l'image qui se font du Français tel qu'ils voudraient qu'il soit et qui se disent ah ben finalement la France avec l'Occident et tout le reste est sur une voie décadente, donc je remplace cet amour du peuple par l'amour d'un peuple qui n'est pas le bien et que j'idéalise, les peuples slaves par exemple. Et ça, je pense que c'est très dangereux, mais c'est typiquement un vice d'intellectuel, ça. Oui. Ouais, je pense plutôt que c'est des configurations assez différentes. 1930, 2020, on a une société mondialisée. Mais ça étant dit, le papier, je trouve comme David, qu'il y a des prolongements contemporains sur cette question du nationalisme, parce qu'il y a d'autres nationalismes qui vont se greffer, qui sont des nationalismes paradoxaux. C'est un nationalisme européen qui a été une tentation d'Europe Action, de Dominique Vénère en l'occurrence. Ouais. Dominique Vénère va l'abandonner puisqu'il se rend compte c'est une aporie historique, un nationalisme européen. Il va y avoir beaucoup de débats à la Nouvelle Librairie à Éléments. On va essayer de les lancer sur la question de la souveraineté et de l'identité. Rodolphe Carte va y prendre part parce que nous allons sortir un livre de lui dans un mois qui s'appelle Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. Et les identitaires vont répondre à Rodolphe pour créer du débat et de la controverse. Ce sont quand même des gens qui sont assez proches. Mais quand même, je trouve, parmi la jeunesse, émerge de plus en plus un nationalisme, là, pas trumpien, mais blanc, qui ne repose sur rien. Parce qu'il est absolument intellectuel, abstrait. Derrière mon écran d'ordinateur, je suis... Parce que en effet, le petit blanc, le bas debout, etc. Le personnage Houellebecquien, il est un peu snobé, méprisé, et il est légitime qu'il essaye de défendre ce qu'il est. Donc ce qu'il est, c'est la question de la blancheur de peau, quoi. Et ils sont en train de fantasmer un nationalisme blanc, mais c'est un nationalisme blanc qui est 2.0, dématérialisé, hors sol. Ils sont presque citoyens du monde en réalité, puisque désormais la seule chose qui est centrale, c'est la question du patrimoine génétique. Patrimoine génétique par définition. Oui, parce que des États-Unis à l'Australie, à l'Afrique du Sud. Donc moi je pense que c'est un débat central, en tout cas pas pour notre génération, Patrick et moi, de celle de David un peu moins, mais pour celle de Rodolphe. Nous en tout cas à la librairie à Éléments, on reçoit beaucoup de jeunes, des vingtenaires, et on sent que ces questions que David pose dans le papier 1933, donc dans l'entre-deux-guerres, se posent, alors pas dans les termes aussi dramatiques qu'elles ne se posaient il y a 70 ans, 80 ans, mais se reposent et sont de nouveau à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est un nationalisme qui est complètement déraciné, donc ça n'a aucun sens. Un nationalisme sans peuple. Sans peuple. C'est donc sans peuple, sans histoire. Si, tout à fait. Ouais. Tout aussi, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi, c'est des débats à plusieurs tiroirs. Par exemple, il y a le sujet de l'écologie qui est assez intéressant, parce qu'on a toute une partie entre guillemets de la droite nationale qui va entre guillemets fantasmer un certain prométhéisme en disant, justement, la progression technique, le côté Prométhée, c'est justement ce qui nous fonde notre essence, oui, d'occidentaux, ce genre de choses. Alors qu'on a aussi un mouvement beaucoup plus critique, assez, qui trouve une partie de ses sources, je pense, dans les travaux de la Nouvelle Droite, qui les approche de la décroissance qu'on retrouvait chez Alain de Benoît. Là aussi, je pense qu'il faut rendre hommage à Éléments, à Nouvelle École et à Crisis, qui ont été vraiment à l'avant-garde, si je puis dire, intellectuelle sur ces sujets. Donc là, c'est vrai que même sur ces niveaux-là, on a même des divergences parfois assez fortes. Par exemple, je sais plutôt Rochdy serait plutôt sur une voie plutôt décroissantiste maintenant, mais donc on retrouverait, il y a vraiment des débats de fond. Et oui, c'est assez pertinent parce que par exemple, si on fait un parallèle avec le moment des fascismes, il y avait quand même ce parallèle avec le futurisme, où on avait vraiment une foi dans le progrès, dans l'avancée. C'est tout l'art italien, et on a vraiment une foi quasi eschatologique aussi avec le progrès qui va. C'était une forme de nationalisme révolutionnaire, mais malheureusement pas forcément dans le bon sens du terme, parce que ça rompait avec la partie conservatrice du patriotisme. Voilà. Et cette partie conservatrice, c'était tout bêtement l'amour des siens et l'attachement à sa terre. Et c'est vraiment ce qui manquait. Il y avait quand même aussi le côté homme nouveau qu'on mettait, et souvent on a fait le parallèle. Alain de Benoît avait fait un petit livre sur nazisme et communisme. Oui. On retrouve un peu. Marinetti était beaucoup plus radical dans la table rase que ses équivalents soviétiques. Bon, après ça restait un artiste, mais il était beaucoup plus radical. Il voulait détruire la victoire de Samothrace. Toute l'Antiquité devait être détruite et remplacée par des usines à construire des automobiles. Il y avait ça chez les soviétiques, sans le côté flamboyant de Marinetti. Très bien. Alors, il y a bien d'autres dates, François, dans ce dossier. Rodolphe l'évoquait.
Il y avait vraiment une contrainte. Il est bon qu'il y ait des contraintes dans un dossier. La contrainte, c'était qu'on n'aborde pas justement l'intelligence artificielle, qu'on n'aborde pas la crise écologique et les débats et les controverses qu'elle peut susciter. Moi, à éléments, mais que à l'entour de la rédaction, on s'en tient à ce qui a changé le monde, pas ce qui va changer le monde. Hein. Et ce sera peut-être l'objet d'un autre dossier l'an prochain. Notre baronnier, ce sera à l'avenir peut-être. Alors, on a même eu un gros reproche de notre ami Michel Marmin pour les éléments et la civilisation et la culture européenne. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas une musique, rien. C'est vrai. De toute façon, par définition, les dossiers, il y a 11 dates. Hein, donc ça veut dire que vous en excluez de fait 10 autres, 100 autres, 1000 autres. Hein. Marmin aurait aimé qu'on fasse un dossier sur la naissance du roman, qui est le propre de l'Europe. Hein. Il y a du roman en Chine, hein, mais d'une autre nature. Hein. C'est-à-dire la naissance de l'individu. Donc il pense au Don Quichotte de Cervantes. Il pense au Don Quichotte, mais on peut remonter un peu plus haut. Moi, je pense que le Saint-Augustin est central dans la question de la confession. L'invention de la confession. Il y a 100 autres sujets qu'on aurait pu traiter avec nous en off. Hein. Pourquoi ne pas parler de Pasteur, de Napoléon, enfin tout l'invention de la machine à vapeur, que sais-je. Hein. Ce sont des choix, donc évidemment il y aura des gens qui seront réjouis par ces choix-là et d'autres qui seront déçus. Voilà, c'est dans ce numéro que vous pouvez toujours trouver en kiosque. Il est juste ici et nous on se retrouve dans 2 mois. Bonjour chez vous.